Alors en ce mois de septembre 2023, j'aimerais vous parler de l'acier vert. Il s'agit d'une nouvelle technologie de production de l'acier. Depuis des décennies, on fabrique de l'acier à partir du coke, qui agit comme réducteur des oxydes de fer et qui permet d'obtenir du fer. Le problème de cette technologie, c'est qu'elle est intensément émettrice de CO2. Pour fabriquer une tonne d'acier à partir de coke, on émet 1,9 tonnes de CO2, et ça explique que la sidérurgie émette 7% des émissions mondiales de dioxyde de carbone dans le monde. Alors évidemment, la sidérurgie est soumise au paiement des quotas CO2, dont le prix a quintuplé sur le marché européen depuis 5 ans, ce qui veut dire qu'il est de plus en plus coûteux de produire de l'acier à partir du coke. Le produire à partir de l'hydrogène et de l'électricité, ça peut, sous un certain nombre de conditions sur lesquelles je vais revenir, ça peut permettre de produire de l'acier sans émettre pratiquement de CO2, donc ça permet d'éviter de payer les quotas CO2, ça permet d'être plus compétitif par rapport aux pays qui continuent à fabriquer de l'acier avec du coke, et puis c'est une façon aussi qui permet d'assurer la souveraineté industrielle parce qu'on peut fabriquer assez facilement sur le territoire national de l'hydrogène et de l'électricité. Alors le sujet est d'actualité parce que la Commission européenne, en juillet 2023, a décidé d'accorder une subvention de 850 millions d'euros, c'est pas rien, à l'usine d'Arcelor à Dunkerque pour aider cette entreprise, ArcelorMittal, à transformer 2 de ces 3 hauts fourneaux, de hauts fourneaux en coque qu'ils sont, en hauts fourneaux à l'électricité et à l'hydrogène qu'ils seront. Sur ce thème-là, on aurait pu parler aussi du recyclage de l'acier ou de la capture de CO2 à la sortie de l'acier. Ce sont des thèmes que je n'aborderai pas ici. Il suffira de dire qu'à eux seuls, le recyclage de l'acier et le captage de CO2 ne sont pas des solutions suffisantes et dans des conditions économiques satisfaisantes pour assurer la décarbonation de la sidérurgie. Vous regardez sur ce petit tableau, en fait, la liste des projets de transformation de hauts fourneaux à coke en hauts fourneaux à hydrogène et à électricité. Comme vous le voyez, eh bien, il y en a en Allemagne, il y en a en Espagne, il y en a donc en France, il y en a aux États-Unis, en Suède, en République tchèque, en Autriche, en Italie. Et puis, comme vous le constatez, il n'y en a pas beaucoup en Chine, j'y reviendrai, mais ce sujet, c'est un sujet d'actualité. Ce n'est même pas un sujet de court terme ou de moyen terme. ThyssenKrupp en Allemagne ou ArcelorMittal, basé au Luxembourg, ont déjà annoncé qu'à l'horizon de la décennie, un tiers, voire la moitié de leur parc de hauts fourneaux dans le monde allait être transformé en hauts fourneaux à l'hydrogène et à l'électricité. Tout ça, ce sont des milliards d'euros ou de dollars d'investissement. La compétitivité de l'acier vert, elle est très liée d'abord au prix du carbone. Et oui, parce que plus le prix du carbone est élevé, plus le prix de l'acier fabriqué à partir du coke va être élevé, et plus le prix de l'acier vert, qui lui n'émet pas de CO2, va être compétitif. En fait, il y a eu un certain nombre de calculs qui ont été réalisés et qui, bon, selon les caractéristiques, les cas, les situations, les pays, amènent à considérer que pour un prix du CO2 compris entre 70 $ la tonne et 180 $ la tonne de CO2, eh bien, pour simplifier quelque chose qui ne l'est pas toujours et où il y a beaucoup de variations, pour simplifier, l'acier vert devient compétitif par rapport à l'acier sale, si je puis dire, l'acier brun, fabriqué à partir de coke. Alors, comme vous le voyez sur ce graphique, qui vous montre l'évolution du cours du quota de CO2, qui est ce que doivent payer les sidérurgistes pour émettre une tonne de CO2, eh bien, il a pratiquement quintuplé en Europe au cours des 3 dernières années, puisqu'il est passé de 20 € la tonne à peu près 90 € la tonne. Et la réforme du marché carbone en Europe, elle laisse peu de doutes quant à l'évolution future du prix du quota carbone à l'avenir. A priori, il ne devrait pas baisser, il devrait même sans doute augmenter. Sur ce graphique, on va s'intéresser un petit peu à la situation de la sidérurgie en Chine. Ce graphique vous montre sous forme de colonne, en fait, le parc mondial de hauts fourneaux dans le monde. Si vous regardez à l'extrême droite du graphique, vous avez représenté en fait des hauts fourneaux qui, comme vous l'indique ce graphique, ont été construits il y a assez longtemps, 25, 30, 35 ans, et qui sont souvent des hauts fourneaux qui fonctionnent avec des technologies anciennes et assez polluantes. À l'extrême gauche du graphique, pour le coup, vous avez plutôt représenté des hauts fourneaux et des capacités de production d'acier
qui ont été construits il y a relativement peu d'années, 3, 4, 5, 6 ou 7 ans. Et ce que vous voyez, ce grand rectangle bleu horizontal au milieu du graphique, eh bien en fait, c'est plus de la moitié du parc mondial de hauts fourneaux qui fabriquent de l'acier, qui ont été construits en Chine il y a entre 10 et 15 ans, et qui tous fonctionnent au coq. Alors ça va poser à la Chine une situation un petit peu compliquée, parce que la Chine aussi, elle commence à tarifer son carbone, un peu moins cher qu'en Europe, mais elle augmente aussi le prix du carbone parce qu'elle a des objectifs de neutralité carbone. Eh bien, la Chine se retrouve avec un parc de hauts fourneaux fabricants de l'acier qui utilise une technologie qui va être de moins en moins compétitive, puisqu'elle utilise du coke qui émet beaucoup de CO2, et que ce CO2 va être probablement de plus en plus taxé à l'avenir en lien avec les objectifs environnementaux de la Chine. Donc soit la Chine conserve son parc de hauts fourneaux comme tel, elle va perdre en compétitivité, soit elle va changer vers des hauts fourneaux à l'électricité à l'hydrogène, mais ça pose un autre problème, c'est qu'elle va le faire alors que son parc de hauts fourneaux anciens n'aura pas été amorti, c'est ce qu'on appelle la problématique des actifs échoués ou stranded assets en anglais. Donc dans les deux cas, la Chine est dans une situation qui n'est pas très simple en matière de sidérurgie, et l'Europe est dans une situation, pour une fois que ça arrive, un peu plus favorable, puisque le parc de hauts fourneaux en Europe, en moyenne, est beaucoup plus âgé, il est déjà largement amorti, c'est un bon moment pour faire de nouveaux investissements dans des hauts fourneaux qui utilisent une nouvelle technologie. Alors en fait, le coût élevé de l'électricité, le prix de l'électricité, c'est le plus grand défi auquel la sidérurgie européenne doit faire face aujourd'hui pour passer à la fabrication d'acier à la base d'hydrogène. Parce qu'effectivement, si votre électricité est trop chère, eh bien, votre haut fourneau à électricité et à l'hydrogène, il va être pas compétitif. Il n'est pas anodin de constater qu'aujourd'hui, les deux principaux projets de fabrication d'acier à partir d'hydrogène, ils sont en Suède, un pays où en fait vous avez beaucoup d'énergie renouvelable et où l'électricité coûte pas très cher. Et donc évidemment en France, on pense à la problématique du coût du nucléaire. Je vais y revenir, c'est l'occasion d'en parler. Il y a des débats actuellement assez tendus entre EDF et les pouvoirs publics sur la question du coût de production de l'électricité nucléaire dans le parc existant chez EDF. Alors EDF dit 75 € le mégawattheure. Il y a une semaine, la Commission de régulation de l'énergie, le régulateur de l'énergie, a dit mais non, si on emploie de bonnes techniques de calcul, c'est 60 € le mégawattheure, ça fait quand même 25% de différence. Et puis, il y a des études suédoises qui, en 2018, tablaient dans leurs calculs sur un coût de l'électricité de 40 € le mégawattheure, ce qui veut dire qu'en 2018, en Suède, selon cette étude, on pouvait produire à 40 € le mégawattheure. Si on ajoute l'inflation depuis 5-6 ans, on tomberait sur des ordres de grandeur de 50 € de mégawattheure, là où EDF est à 75. Donc il y a des discussions en ce moment qui sont très structurantes pour la capacité de la sidérurgie française à basculer vers des fours à hydrogène et à l'électricité dans des conditions compétitives. Et c'est un gros enjeu, effectivement, non seulement pour le secteur de l'électricité, mais pour le secteur de l'industrie lourde. Au-delà, en fait, des questions de prix de l'électricité, on peut aussi imaginer différents dispositifs. Il y a des dispositifs de subventions publiques, comme ce que la Commission européenne a fait, effectivement. On a des industries très polluantes qui payent de plus en plus de quotas carbone. Pour les inciter à faire la bascule vers des technologies vertes, des subventions publiques peuvent être effectivement justifiées et utiles. Et puis les économistes peuvent aussi éventuellement passer par des mécanismes d'obligation d'achat d'acier vert, on appellerait ça des certificats d'acier vert. Ce sont en fait des marchés où s'échangeraient des certificats d'acier vert, ça existe déjà dans d'autres domaines, par exemple dans l'économie d'énergie, avec les certificats d'économie d'énergie, un marché où les producteurs d'acier vert pourraient vendre sur le marché des certificats que les acheteurs d'acier auraient l'obligation d'acheter, et donc le prix du certificat varierait en fonction de l'offre et de la demande. Alors, en conclusion, eh bien, aujourd'hui, l'Europe a une carte à jouer, clairement, avec l'acier vert face à la sidérurgie chinoise, mais cela passe de façon essentielle, enfin sine qua non, par une sécurisation d'approvisionnement en électricité à des prix modérés et peu volatiles. C'est d'ailleurs l'enjeu des négociations en ce moment entre EDF et le gouvernement. Et puis ça passe aussi par des aides directes des pouvoirs publics pour pouvoir faciliter cette bascule rapidement et limiter les émissions de CO2. Et en tout cas, le sujet de l'acier vert, plus que jamais, c'est un nouveau dossier où l'on voit que les modèles d'affaires de l'industrie sont aujourd'hui, et pour les années qui viennent, de plus en plus liés aux réformes du marché de l'électricité, à la régulation du marché de l'électricité et plus généralement à l'évolution des marchés de l'énergie.